Bonjour à tous, mon nom est Frédéric Thibault. Nous poursuivons dans cette capsule la question de l'évolution historique de la géographie. Nous avons vu précédemment les différentes périodes, l'Antiquité, le Moyen Âge, la Renaissance et le 18e siècle. Et c'est avec cette période-là qu'on a terminé la dernière fois, avec donc la question du catastrophisme et de l'uniformitarisme du 18e siècle. C'est comme ça qu'on a terminé notre autre capsule. Maintenant, poursuivons avec notre prochain point, qui est la période du 19e siècle, où on a ce qu'on appelle un déterminisme. À cette époque-là, donc, géographie classique, les universités permettent d'étudier les êtres humains et les sociétés. Et la géographie va donc se présenter un petit peu plus comme une science empiriste. Empirisme dans le sens de connaissances fondées, basées sur l'accumulation d'observations et de faits qui vont être mesurables sur le terrain. Donc, on peut extraire des lois générales par une espèce de raisonnement inductif qui va aller du concret à l'abstrait. C'est-à-dire que, on a vu dans les périodes précédentes, on cherche à explorer le monde pour faire du commerce, entre autres, par la navigation, les croisades, ouverture sur le monde, etc. L'essor de la religion, vouloir étendre notre information sur l'inconnu, sur l'autre, et c'est ce qui va amener l'empirisme. Le fait d'avoir des connaissances plus approfondies sur l'extérieur, des connaissances qui vont être un petit peu plus régionales, un petit peu plus précises, sur des mondes qui sont nouveaux, va nous amener donc à un empirisme, à accumuler des observations, des vraies observations que l'on voit tangibles, de façon tangible sur le terrain, grâce aux explorations, grâce aux échanges, etc., donc vérifier certaines choses. Déterminisme va être essentiellement va tourner autour d'une relation entre l'homme et la nature. Donc c'est la première école de pensée de la géographie classique au 19e siècle, le déterminisme. On va voir tantôt qu'il y a aussi le possibilisme. Pourquoi on appelle cette première partie du 19e siècle déterministe? Parce que c'est les propriétés donc physiques du milieu, présence de fleuves, montagnes, climat chaud, humide, etc., désert, qui va déterminer, d'où le mot déterministe, les activités humaines. On va avoir plusieurs chercheurs qui vont bien sûr se pencher là-dessus à partir du début du 19e siècle, donc on est aux alentours des années 1830, grosso modo. Beaucoup d'Allemands, entre autres, de l'école allemande, vont se pencher sur cette façon de voir, d'analyser le monde. Entre autres, il va y avoir on va le voir tantôt, Karl Ritter, qui va être, donc c'est un Allemand, qui va se pencher beaucoup, lui, dans ce déterminisme-là, va insister plus sur une influence du milieu physique dans l'histoire des peuples. Ce que dit Ritter, donc, c'est que c'est le support physique, le support naturel, je le disais il y a un instant, végétation, climat de mousson, climat désertique, études de sol, etc., qui détermine les formes d'implantation humaine et donc les niveaux de civilisation. C'est carrément le milieu physique qui détermine comment les humains vont vivre, vont profiter en fait de leur terrain, de leur territoire, de leur environnement physique. Autre Allemand, Friedrich, excusez mon accent, Ratzel, donc un peu plus tard, 1890-17 grosso modo, qui lui va s'attacher plus à l'influence de l'environnement sur l'homme pour évaluer les relations qu'ils ont les unes par rapport aux autres. Déjà, Ratzel par rapport à Karl Ritter, l'humain, même s'il c'est le produit, en fait, un être vivant qui est le produit d'un milieu naturel dans lequel il vit, il agit un petit peu plus en symbiose avec le milieu physique.
Hein, il agit un petit peu plus, mais on est toujours dans le déterminisme quand même. Tout être vivant, selon Ratzel, voici Ratzel, est le produit du milieu naturel dans lequel il vit. Il s'agit alors pour lui de préciser, on est toujours dans le déterminisme, les lois physiques qui déterminent les distributions de l'espace humain. Donc encore une fois, légère nuance entre Ratzel et Ritter, mais on est toujours dans un déterminisme où c'est les propriétés physiques du milieu qui déterminent les activités humaines. On aura sûrement l'occasion de revenir avec Alexandre von Humboldt en 1847 qui lui va mentionner que la géographie est une science qui est globalisante. Nous y reviendrons. Donc, c'est une géographie qui se veut scientifique à l'exemple des disciplines physiques en dépassant l'aspect description pour rechercher des explications tangibles. Exemple de ça, un exemple très connu de déterminisme, on retrouve des rizières en Asie à cause d'un phénomène climatique, d'un phénomène physique, à cause du climat chaud et humide. Autrement dit, il n'y aurait pas de rizières, les populations humaines, entre autres en Asie, en Inde, entre autres en Chine, de rizières, de cultures en terrasse de ce type-là, si on n'avait pas un climat de mousson qui est à l'origine de ça. Donc, carrément une dépendance de l'humain par rapport à un facteur dont il n'est pas responsable, les pluies de mousson et un phénomène climatologique. Donc c'est vraiment un élément de dépendance, le déterminisme dans ce cas-ci, de cette partie du 19e siècle. Bien sûr, il y a une limite à cette approche-là, c'est que ça réduit, si on parle de dépendance, c'est que ça réduit les possibilités humaines à l'adaptation au milieu et fait de l'homme, en fait, un être qui est dépendant du milieu physique. D'accord? C'est pas nécessairement comme une symbiose où l'être humain, dans le cas des rizières, décide de faire ça, mais qu'il y a d'autres choix. C'est s'il n'y avait pas de climat chaud et humide, de climat de mousson, l'humain ne déciderait pas de développer ce facteur-là. Donc c'est un petit peu réducteur, et c'est d'ailleurs la critique qu'on va beaucoup faire dans les siècles et dans les décennies qui vont suivre le 19e siècle. C'est qu'un déterminisme est un petit peu trop... Il y a trop de restrictions, c'est une façon trop limitée de comprendre le milieu, ce déterminisme-là, parce que c'est comme si l'humain n'était pas capable de s'adapter à son milieu. Il était carrément dépendant du milieu physique. Ce qui va amener, donc, en termes dans cette mouvance de la géographie classique, une deuxième mouvance, si on veut, une deuxième façon de penser, une deuxième école de pensée dans cette géographie classique, après le déterminisme, qui est celle du possibilisme, parce que les Français, entre autres, critiquent, donc on a des Français qui critiquent des Allemands, entre autres, ici, critiquent l'approche déterministe qui est trop, justement, restrictive, ou pour les Français, pour les adeptes du possibilisme, le milieu physique ne fait pas juste simplement déterminer des choses, mais offre des possibilités que l'on a le choix, que l'humain a le choix de disposer. Donc, c'est pas tout à fait pareil par rapport au déterminisme. On utilise donc, et un scientifique, un géographe connu du possibilisme, Paul Vidal de Lablache, un Français. On peut résumer la pensée déterministe de Vidal de Lablache par la nature propose des choses et l'homme dispose. Dans le cas des rizières dont on a vu tantôt, on aurait d'autres choix que de faire des rizières à cause du climat de mousson. D'ailleurs, on verra ça dans notre bloc sur l'Asie, qu'il y a effectivement d'autres options.
Donc, c'est moins limitatif un petit peu. Les Français, donc, critiquent l'approche déterministe qui est trop restrictive. Et on offre, donc ici dans le possibilisme, on offre des possibilités et c'est l'homme qui choisit de les utiliser ou de ne pas les utiliser. Donc, la nature propose, l'homme dispose, Paul Vidal de Lablache. Donc, la société, pardon, dispose essentiellement de moyens économiques et de moyens techniques pour repousser les limites du milieu. On est un petit peu plus dans une géographie régionale, où on est à l'échelle régionale. Il n'y a pas nécessairement comme le dit Raoul Blanchard d'ailleurs, que l'on voit à l'instant, il n'y a pas... ça revient à dire que l'homme utilise les possibilités qui sont offertes par l'environnement et c'est à lui à transformer les éléments comme tels. Donc, c'est des possibilités qui sont offertes que l'on peut utiliser. On est moins, il y a moins de restrictions. Des exemples de ça, agriculture en milieu aride qui offre des possibilités au niveau des systèmes d'irrigation, donc terrain de golf en Arabie Saoudite ou station de ski en Émirats Arabes Unis, alors qu'on sait que c'est un pays très chaud. Donc terrain de golf, verdure en milieu désertique, ce sont des possibilités qu'on utilise. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Ah oui, structure antisismique, entre autres dans la partie de Kuala Lumpur, au niveau des tours les plus grandes au monde. Donc ce sont des possibilités. On voit ici que l'homme adapte. Bien sûr, on est dans une évolution historique, les moyens techniques, les recherches s'intensifient, donc on a plus de moyens techniques de voir ça, de voir les possibilités et de les utiliser que pendant la période précédente où les moyens techniques étaient peut-être moins présents. Donc,